Chers parents, bonjour. Bonjour, bonsoir, ça dépend du moment où vous suivez cette vidéo. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez très bien, vous, votre famille et votre entreprise. J'ai j'ai jugé très important de vous faire cet entretien depuis Bruxelles où je suis arrivé depuis 2 semaines. Après avoir passé 9 mois en fait à Lomé, ce que je n'y attendais pas, j'étais rentré à Lomé pour passer 4 mois. Le 6 mai, j'ai dû passer 9 mois en fait à Lomé pour pouvoir conduire les élèves jusqu'à l'examen. Le résultat, nous rendons gloire au Tout-Puissant, nous avons 100% dans les trois examens, malgré que les mentions recherchées n'étaient pas ce qu'on a, mais c'est quand même une première. Et dans l'avenir, certainement, je suis certain qu'on arrivera en fait à avoir ces 100% avec des mentions escomptées. C'est du travail. Le travail est en marche et quand on travaille, on a le résultat. Euh, cette intervention est très importante. C'est plutôt un live que j'aurais souhaité faire avec vous pour que ceux qui veulent intervenir interviennent, mais nos agendas sont très chargés, donc je suis certain que la plupart d'entre vous n'auront pas le temps de suivre. Donc j'ai décidé finalement de faire cette vidéo pour que chacun et chacune, au moment voulu, puisse l'écouter, réécouter en fait, et surtout mettre en application les recommandations que je dirais ici. Important en fait cette intervention, elle l'est. Et peut-être à des moments, le ton va s'élever, certains verbes vont choquer, mais je pense il faut dire la vérité. Il faut se dire vraiment la vérité pour que le projet que nous construisons ensemble avec nos enfants aboutisse. Et c'est ça en fait qui est l'important. Les embûches n'empêchent, les écarts n'empêchent, mais la finalité c'est que nos enfants deviennent en fait ce que nous escomptons, ce que vous cherchez pour pouvoir mettre vos enfants chez moi. Il y a certains qui ont dépassé plus de 50 écoles et ils ont mis leurs enfants à OPEM. Donc c'est une finalité. Donc il faut absolument que ce que nous cherchons, nous puissions arriver à l'atteindre. Je vais articuler cet entretien sur 4 points. 4 points. Chacun de ces points est très important. Le premier point, c'est la sortie pédagogique que nous avons fait le 20 janvier. La sortie pédagogique que nous avons fait. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le rôle, l'engagement d'un parent d'élève pour l'excellence de son enfant à OPEM. Le rôle, l'engagement d'un parent d'élève pour l'excellence de son enfant à OPEM. La voix va peut-être à des moments baisser, mais je prierai chacun de faire un effort pour pouvoir bien écouter ce que je dis. J'utilise les moyens courants en fait pour faire cet enregistrement. C'est pas professionnel, mais c'est le message qui est important. Donc le rôle d'un parent qui a inscrit son enfant à OPEM pour que l'enfant arrive en fait à l'excellence. Le troisième point serait l'alimentation des élèves. C'est un point très important sur lequel j'ai déjà fait des communications, mais on remarque toujours une dégradation dans ces situations. L'alimentation des élèves. La semaine passée, nous avons eu pratiquement, je crois, jeudi ou vendredi, 5 élèves qui étaient tombés malades. Et ça arrivera beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Parce que l'année passée, aux alentours du mois de mars, avril, on a connu jusqu'à une dizaine d'élèves qui tombaient malades, en fait. Ils tombaient malades. Et moi, je suis certain que c'est fondamentalement parce que les enfants ne s'alimentent pas. On reviendra sur ce point. Le dernier point, qui est non moins important, c'est le renforcement. C'est le renforcement. Voilà. Donc, sans tarder, on va revenir sur le premier point, en fait, qui est la sortie que nous avons effectuée, en fait,
le 20 janvier. Je remercie le Tout-Puissant, Allah pour certains, Dieu le Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, pour que les 90 élèves que j'ai embarqués avec moi et je suis un peu, après 9 mois, sous 32-33 degrés, on tombe sous 0 degré, donc je suis un peu grippé, mais je pense que la communication est très importante, que malgré que c'est pas la bonne forme, la pleine forme, je tiens fondamentalement en fait à délivrer ce message parce que j'en ai pratiquement encore quelques jours de repos, de soins en fait. Mais je tiens fondamentalement à passer ce message pour que ce soit, il y a un certain nombre de choses soient claires pour tout le monde et que j'espère fondamentalement ces recommandations soient mises en application et pour qu'on puisse entendre ensemble se comprendre dans cette collaboration, en fait, ce partenariat que nous avons mis ensemble pour l'avenir de nos enfants, l'avenir de notre patrie et notre continent bien-aimé. Donc, pour avoir embarqué ces 90 élèves issus de 82 parents, les 10 accompagnateurs, le président de l'APE et moi. Donc, en somme, nous étions 102 personnes dans cette caravane, dans cette caravane en fait de 2 camions, 2 cars, d'autocars et une petite voiture qui fait l'éclaireur en fait devant. C'est une entreprise que je sais que beaucoup de fondateurs d'écoles ne le feront pas parce que c'est beaucoup de risques en fait. C'est beaucoup de risques. C'est beaucoup de risques d'embarquer les enfants comme ça pour ce trajet. Mais je ne me sens pas créer une école sans pouvoir permettre en fait aux élèves de toucher du doigt ce qui leur est enseigné. C'est comme ça que nous enseignons la physique, c'est comme ça que nous enseignons la chimie, c'est comme ça que nous enseignons la science et la vie de la Terre, c'est comme ça que nous enseignons histoire et géographie en informatique et en technologie. L'enseignement occidental est basé sur le vécu. L'enfant doit mettre le pied là où il y a le savoir. Non seulement ça permet à l'enfant d'avoir, je dirais, une approche beaucoup plus directe, mais ça donne des déclics. Dans ces sorties, les enfants voient des choses, en fait, qui les transforment complètement. Les enfants tissent d'autres relations. Ils voient des choses qui les réveillent, dont ils se souviennent 5 ans, 10 ans, 20 ans plus tard. C'est ça ce qu'on appelle l'école. À l'antipode d'une école africaine austère qui se limite à 4 murs. Donc le concept OPEP est très profond et demande en fait une connaissance des parents. Les parents qui mettent leurs enfants à OPEM doivent savoir qu'est-ce qu'on fait à OPEM. C'est quoi le concept OPEM? D'où est-ce qu'on va avec le concept OPEM? Quels sont les tenants et aboutissants? Qu'est-ce que mon enfant est appelé à faire? Qu'est-ce qu'il va devenir? Qu'est-ce que moi, en tant que parent, je dois faire pour accompagner mon enfant, pour qu'il puisse réussir? Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est vraiment pas le cas en fait. C'est vraiment pas le cas. C'est lourd en fait d'apporter des changements en Afrique. J'ai cette difficulté avec les enseignants, mais qui prennent le pas parce que à OPEM, ils cherchent toujours à enseigner comme on enseigne dans l'autre école. Donc c'est un combat que je fais tous les jours, pour que les enseignants commencent en fait à enseigner autrement. Parce que je suis là tout le temps. Je suis dans les classes tout le temps. C'est la même chose que les parents inscrivent les enfants à OPEM parce qu'ils savent qu'à OPEM, on fait de la pratique. Les choses sont différentes. Les enfants font de la programmation, ils font de la technologie. Donc, c'est une bonne école. Donc, on va inscrire mon enfant et puis c'est fini, on vient croiser les doigts. Ah, non, mais c'est pas ça. C'est pas ça. OPEM, c'est un concept profond. C'est un concept qui vise le développement de la ressource humaine, le développement de la personne, c'est-à-dire la somme, l'acquisition des compétences, des savoir-faire et des savoir-être, mais pratiques. Et quand l'enfant quitte l'école tous les jours, il doit se dire, ben, aujourd'hui, je suis capable de faire ça. Et la réussite de l'enfant, quand on fait la somme de ses savoirs, ne dépend pas seulement de lui. La réussite dépend de l'élève, la réussite dépend des enseignants, et la réussite dépend des parents d'élèves. Mais là, à 100% de chacun, je veux dire que la réussite de l'enfant à OPEM dépend à 100% de lui.
Et la réussite de l'enfant à OPEM dépend à 100% des enseignants qui enseignent à OPEM. Et la réussite de l'enfant à OPEM dépend à 100% de ses parents. Comprenez-moi bien. S'il y a une seule défaillance à un endroit, l'enfant ne réussira pas. L'enfant ne réussira pas. Mais les parents, comprenez-vous vos obligations? Est-ce que vous comprenez vos engagements? Est-ce que vous comprenez vos devoirs? Ce qui est le vôtre pour pouvoir conduire les enfants à la réussite? Malheureusement pas. Malheureusement pas. Donc l'enseignement, le parcours que nous avons fait le 20 janvier, c'était pour moi une très bonne réussite. Je remercie encore le Tout-Puissant en fait. Mais autant c'était une réussite, autant je suis très déçu. Je dis bien très déçu. Très déçu parce que cette organisation, en fait, cette activité fait partie intégrante de OPEM en fait. Ça fait partie intégrante du concept OPEM. Les sorties font partie intégrante de l'enseignement OPEM. Donc, je suis préparé pour ça. Je sais comment ça se fait. Les autorisations, les agréments, tout ce qui doit être fait. Je suis préparé pour ça. Mais ce qui m'a choqué, c'est, je dirais, une discussion qui a eu lieu sur la plateforme des parents, je dirais 48 heures avant cette sortie. 48 heures avant cette sortie, il y a des parents qui ont exprimé leur inquiétude sur le fait que la maison des esclaves était un endroit, je dirais, insalubre et que les élèves pourraient peut-être choper des maladies en descendant dans les caves. Et donc ça a tourné, donc ça a été alimenté, il y a eu des discussions autour de ça. Mais que les parents s'inquiètent, les enfants qui vont faire un déplacement, et que les parents s'inquiètent du devenir, de la sécurité, de la sérénité, de l'aspect sanitaire de ce que les enfants vont vivre, bah, je n'en disconviens pas. C'est de tout à fait naturel. Tout à fait naturel. Mais une organisation scolaire de telle sorte que je peux pratiquement qualifier de publique, pour lequel nous avons fait toutes les démarches nécessaires pour avoir l'autorisation ministérielle. Donc, cette organisation, nous avons même demandé, informé les parents pour savoir si certains enfants ont des soucis sanitaires, de communiquer ces informations aux assistantes et peut-être même de remettre des produits, des médicaments quand les enfants devaient prendre pour qu'ils prennent. Il y a beaucoup de mesures qui ont été, on ne peut jamais être parfait en fait, qui ont été prises en fait. Personnellement, j'ai fait ce parcours 3 fois. Personnellement, malgré toutes mes charges en fait à Lomé, j'ai fait ce parcours 3 fois. Je sais comment faire mes choses. Je ne dis pas que je suis parfait, loin de là. Mais je sais comment je fais même mes choses en fait. J'ai fait le parcours que les enfants ont fait 3 fois. Parce que ce parcours, quand vous le faites avec une petite voiture break, c'est pas la même chose que quand vous le faites avec 2 autocars, avec une centaine d'élèves en fait. C'est pas la même chose en fait. Là où les enfants vont descendre, là où ils vont marcher en fait, comment les disposer dans les endroits en fait, là où ils vont descendre pour manger en fait, où est-ce qu'ils vont aller manger, qu'est-ce qu'ils vont manger en fait. Tout ça, c'est pas quelque chose qu'on improvise en fait. On ne le fait pas sans préparation, loin de là en fait, loin de là. Mais ces discussions m'ont un peu chagriné, sans vous le cacher. Ça m'a chagriné. Parce que nous voulons tous le bonheur de nos enfants si nous les mettons à OPEM. Nous voulons le bonheur. Nous aimons nos enfants et nous leur voulons le bonheur. Mais nous ne voulons pas que nos enfants rencontrent des difficultés. Alors que la vie est pleine de difficultés, mesdames et messieurs. Nous aimons tellement nos enfants et nous les tenons en main comme un œuf. Nous ne voulons pas que nos enfants pleurent. Nous ne sommes pas en mesure de faire en sorte que nos enfants rencontrent la moindre difficulté. Mais la vie n'est truffée que de difficultés. Mais comment voulons-nous que nos enfants réussissent si nous ne les familiarisons pas à voir les difficultés en face, à les affronter, à chercher des voies et moyens pour escalader ces difficultés? Comment pouvons-nous arriver? C'est l'une des raisons pour laquelle nous avons des enfants qui ne réussissent pas. Parce que nous endulcinons trop nos enfants. Nos enfants sont devenus des coqueliches en fait.
Nos enfants sont devenus, je dirais, des joyaux. Nos enfants sont devenus des intouchables. Au point que nous ne disons pas non. Nous ne voulons pas leur montrer la réalité de la vie. Mais c'est une grave erreur que nous faisons. La vie est dure. La vie est extrêmement dure. Et la vie de demain serait encore plus difficile. Autant nous voulons que les enfants réussissent. Nous voulons brillamment. Nous voulons que les enfants réussissent brillamment. Mais nous ne voulons pas qu'ils soient confrontés à des difficultés. Mais comment? C'est paradoxal. Mais le travail, c'est dur. Nous voulons que les enfants découvrent les choses. Mais nous ne voulons pas qu'ils rencontrent des difficultés. Mais que ne pouvons-on pas dire sur ce parcours? Je ne sais pas si vous avez déjà été au puits de Nimania. Pour aller au puits de Nimania, c'est dans un champ. Hein? Et il faut garer l'autocar pratiquement à 100, à 150 mètres avant d'aller au puits. Et pour aller là-bas, il faut marcher à travers les herbes. Dans ces herbes, il y a des mauvaises herbes. Hein? Il y a des lotites, il y a des mauvaises herbes qui peuvent toucher les pieds des enfants. Et les enfants peuvent gratter le corps, avoir des démangeaisons toute la journée. C'est dangereux de ramener les enfants au puits de Nimania. Je ne sais pas si vous le savez. Pour ramener les enfants à la maison des esclaves, c'est encore dangereux. C'est dangereux parce que les planches qui sont là sont des planches vétustes qui peuvent s'écrouler sous le poids des enfants. Quand vous rentrez dans la cave, c'est poussiéreux. Et les enfants, peut-être asthmatiques, peuvent attraper des maladies là-bas. Et c'est dangereux de ramener les enfants là-bas, en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà été à SNPT. C'est dangereux. C'est dangereux, SNPT, parce que le phosphate, c'est cancérigène. Je ne sais pas si vous savez, en fait. Les particules fines du phosphate dans l'air, les enfants peuvent respirer ça et peuvent attraper des maladies dans le poumon. Je ne sais pas si vous savez ça. Mais et les ateliers de SNPT, toute cette mécanique des machines, des ponts roulants, avec tous ces tonnes, ça peut s'écrouler, ça peut tomber sur les enfants. C'est dangereux, ça. Hein. L'entreprise a pris les dispositions pour mettre des casques sur la tête des enfants. Mais est-ce que c'est sécurisant? C'est dangereux de envoyer les enfants là-bas. Et l'embouchure des lacs, c'est dangereux, hein, parce que exposer les enfants comme ça sur des granites au bord de la mer, c'est un danger parce que la vague peut monter à tout moment et le tsunami peut ravaler les enfants. C'est dangereux, c'est risquant de ramener les enfants là-bas. Et Togoville, vous avez vu la voie qui passe de Glidi pour aller à Togoville, c'est une voie très mauvaise. Pourquoi on peut permettre en fait aux enfants d'emprunter cette voie? C'est dangereux. Et quand vous voyez le musée Mlapa 3, en fait c'est 4 mètres carrés en fait. Ou c'est, je dirais, 16, peut-être 4 mètres sur 4, hein, peut-être 16 mètres carrés. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire passer les enfants dans ces infrastructures? C'est dangereux. Mais qu'est-ce qui n'est pas dangereux? Qu'est-ce qui n'est pas dangereux? Et voilà, on peut en citer, en fait, mesdames et messieurs. C'est comique, hein? Mais c'est ça la réalité. C'est ça la réalité de l'Africain. C'est ça la réalité. Mais ce qui m'a surtout choqué, c'est que cette organisation que j'ai finement préparée, je ne dis pas que c'est parfait, en fait, et que j'ai relayé en live. Donc, tout ce qui se passe, vous l'avez suivi en direct, en fait. Vous l'avez suivi directement. J'ai relayé en live. Et l'animation, je pense que les enfants pourraient vous raconter, en fait. La préparation, quand ils descendent à un site, préparation du site, le départ du site, la préparation de l'autre site où les enfants vont arriver. Quand ils arrivent là, l'organisation, après avoir mangé, après avoir visité, rentrer dans la voiture, partir. Quand vous voyez cette caravane de 102 personnes, en fait, qui est animée, en fait, en live. Après tout ça, quand je suis rentré à Lomé, il y a 2 parents. Sur les 82 parents qui vont laisser leurs enfants à faire ce déplacement, il y a 2 parents qui m'ont dit « DG, félicitations pour cette activité, c'est très intéressant, c'est très enrichissant, les enfants ont beaucoup apprécié. » 2 enfants, 2 parents plutôt, j'allais dire, excusez-moi. 2 parents. Et c'est ça qui est beaucoup plus choquant. En fait, tout se passe comme si on attend que un couac arrive et qu'on dit, c'est ça ce qu'on cherchait, en fait, c'est ce qu'on disait, en fait. Tout se passe comme si on attend que quelque chose de mal se passe et on dit, voilà ce que nous attendions, voilà ce qu'on disait. Je me suis dit, voilà ce qu'on disait, en fait. Les directeurs ne font pas ce genre d'organisation parce qu'ils ne veulent pas prendre des risques. Parce que c'est un grand risque, en fait. Parce que quand tout se passe bien, on vous applaudit. Mais quand
quelque chose de mal se passe, vous vous retrouvez en justice. Mais le pire ici, c'est que tout se passe bien, mais il n'y a personne qui vous applaudit. Moi, je ne demande pas de m'applaudir. Là, ça ne m'intéresse pas. Mais je demande seulement d'adhérer le concept. Je demande seulement d'apprécier la connaissance que vos enfants ont acquise à travers cette activité. Je demande seulement d'être en phase avec le projet Open. Donc, autant cette critique a eu lieu 48 heures, et donc, l'activité terminée, on n'entend rien. Mais ce qui m'a encore plus choqué, c'est que dans ces kyrielles de vidéos que j'ai envoyées, il y a un parent qui a envoyé une vidéo que je peux qualifier de fétide au niveau contenu, je ne dis pas de l'envoi en fait, où un garçon remettait une bague à une fille dans une salle de classe pour lui témoigner un amour, je ne sais quoi. Et cette vidéo a valu plus de commentaires que des dizaines de vidéos et de photos que j'ai envoyées, décrivant les activités que vivent vos enfants en direct. C'est ça qui m'a surtout choqué en fait. C'est ça qui m'a choqué. La question que je me pose, c'est que, avec quel courage, avec quel soutien, avec quel engagement je peux embarquer ces enfants demain pour aller à Accra? Avec quel engagement et quel courage je peux embarquer ces enfants demain pour les ramener à Koumassi? Avec quel engagement je peux les embarquer pour les ramener à Dakar, à Lagos, à Abuja, à Nairobi, à Kigali, à Johannesburg? Parce que c'est ça en fait le peuple. J'en ai pas. J'en ai pas. Open, un changement de paradigme. Un changement de paradigme. Nous devons changer. Vous, parents, vous devez changer. Apprenez à connaître Open. Apprenez à découvrir ce que c'est que l'éducation. Cherchez à savoir ce qu'on fait à Open. Ça, c'est la première chose. Pour aider quelqu'un, il faut d'abord savoir ce que l'enfant, la personne a besoin. Cherchez à connaître ce qu'on fait à Open et adhérer le programme. Adhérer. Sinon, jusque-là, c'est pas bon. Ce que j'ai fait la dernière fois, je n'ai pas apprécié. J'espère qu'à l'avenir, vous me donnerez le soutien de faire plus que ça. Ceci, si je peux dire, clôture ce premier point. Le deuxième point, je veux aborder le suivi, presque dans le même sens en fait, du parent pour que l'enfant réussisse en fait. Le suivi parental à Open, qui est très important. Beaucoup de parents pensent qu'il suffit d'inscrire leur enfant à Open pour que l'enfant réussisse. Mais ça, c'est pas possible. Je disais précédemment que pour que l'enfant réussisse, il y a 3 points. L'élève, le parent et l'enseignant en fait. Mais beaucoup de parents pensent que j'ai inscrit mon enfant à l'école. Je lui ai payé les frais scolaires. Je le dépose le matin à l'école. Et donc l'enfant va réussir. Mais c'est impossible. C'est impossible. Le système Open est tel que même l'enfant qui est médiocre va apprécier l'éducation, va aimer l'école, va comprendre les matières. Mais si au-delà de cela, l'enfant n'apprend pas, l'enfant ne s'investit pas, il ne peut jamais réussir. Il ne peut jamais réussir. Je réunis les enseignants 2 fois par mois en conseil pédagogique. Et nous faisons les points individuels de chaque élève. En fait. Ce que les enseignants relatent le plus, c'est que les élèves ne travaillent pas suffisamment à la maison. Travail individuel. Les enseignants remarquent que les élèves sont moins concentrés et ne travaillent pas suffisamment à la maison. Je vais donner quelques exemples. Plusieurs enseignants m'ont dit, surtout en classe d'examen, qu'ils ont ramené des épreuves d'examen qu'ils ont données aux élèves et que les élèves ont traité. Ils ont corrigé l'épreuve au tableau. Les élèves ont pris la correction dans le cahier. La semaine qui a suivi, ils ont ressorti la même épreuve en interrogation. La plus forte note est 13 sur 20. Et c'est la faute à l'école, ça? La plus forte note est 13 sur 20. J'ai le prof SVT
de la première ST, orientation série D, prof de SVT, la matière fondamentale, qui remet un devoir de maison. J'ai 9 élèves en première ST. Un devoir de maison à faire par des élèves de première qui préparent leur probatoire. 8 jours après, le prof est revenu, il a demandé à corriger le devoir. Sur les 9 élèves, il y a 5 élèves qui n'ont pas fait le devoir. C'est la faute à l'école, ça? Les parents disent que l'enfant ne travaille pas. Quand l'enfant ne travaille pas, c'est la faute à l'école. Parce que moi, j'ai payé les frais scolaires. J'ai inscrit mon enfant chez vous. Mon enfant quitte la maison, il vient à l'école. Il ne sort pas, il va nulle part. Et le soir, il se met à table. Quand il n'a pas le bon résultat, eh bien, c'est la faute à l'école. Non. Qu'est-ce que l'enfant fait? Quel est l'investissement? Quelle est la motivation de l'enfant? Quand il se met à table, ça veut dire qu'il travaille. Il est dans sa chambre, peut-être qu'il a fermé la chambre. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que vous passez voir ce que l'enfant fait? Les enfants ont des devoirs, mais ils disent parfois aux parents que je n'ai pas de devoirs. Mais les parents sont absolus parce que ce que l'enfant dit, c'est la vérité absolue. J'ai reçu beaucoup de parents. Mon enfant ne peut pas me mentir. Pourquoi l'enfant ne peut pas mentir? Pourquoi? Mon enfant ne ment pas, il ne peut pas me mentir. Mais l'enfant, c'est lui-même qui dit ça, il ne peut pas me mentir. Pourquoi l'enfant ne peut pas mentir? Les enfants, ils ont des devoirs. Parfois, ils vous disent qu'ils n'ont pas de devoirs. Les enfants, je ne demande pas aux parents de faire l'exercice à la place des enfants. Mais quand les enfants travaillent de temps en temps, vous pouvez passer derrière l'enfant. Qu'est-ce que tu fais? Quel exercice tu fais? C'est du français, c'est l'anglais, c'est SVT, c'est mathématiques, c'est physique. Vous ouvrez le cahier. Excusez-moi. Vous regardez dans le journal de classe, vous voyez ce que l'enfant fait. Et vous savez si l'enfant travaille ou pas. Quel est l'exercice qu'on t'a donné? Voilà. Donc, ce suivi manque fondamentalement. Il y a des élèves qui passent énormément du temps sur l'ordinateur et que les parents n'arrivent pas à raisonner. Les parents n'arrivent pas à dire non. J'ai quand même délimité les temps que j'ai envoyés. En fait. Les élèves du collège, pas plus de 3 heures de temps sur l'ordinateur par semaine. Les élèves du lycée, pas plus de 3h30 sur l'ordinateur par semaine. Mais combien de fois on ne me demande pas de taper un élève parce qu'il a passé, tape-moi mon enfant. Il faut le taper parce que hier il a passé toute la journée, toute la nuit sur l'ordinateur. Tape-moi mon enfant. Parce que hier il a passé toute la nuit sur le téléphone. Tape l'enfant. Parce que hier il a passé toute la nuit à regarder la télévision. De quelle prérogative moi j'ai à taper l'enfant pour quelque chose que je ne sais pas, que je n'ai pas vu? Pourquoi? Donc moi je vais me mettre à taper les enfants, les 113 élèves, pour des choses qu'ils ont commises à la maison. Ça, vous trouvez ça normal? Donc, parce qu'on ne peut pas dire non. Parce qu'en tant que parent, je ne peux pas dire non à mon enfant. L'enfant regarde la télévision dans ta chambre, pourquoi tu ne veux pas lui dire non? L'enfant est sur l'ordinateur et il a fermé la porte dans ma maison. De quel droit il le fait? Mais nous voulons que cet enfant réussisse. Mais nous sommes en mesure de tenir l'enfant comme ça. Nous n'avons pas le pouvoir, le courage de dire non à l'enfant. Mais nous voulons qu'il réussisse. Et quand il ne réussit pas, c'est la faute de l'école. Mesdames et messieurs, non, nous avons des responsabilités. Nous avons des responsabilités. Le suivi des élèves est très important. Le suivi des élèves est très important. Moi, j'ai 5 petits garçons chez moi à l'internat. Ils ont presque tous, oui, ils ont tous un ordinateur. Les ordinateurs sont chez moi. J'ai confisqué tous les ordinateurs. Je leur ai établi un emploi du temps. Quand ils ont programmation jeudi, donc dans leur programme, mercredi soir, ils ont 1h30 de programmation à faire à l'internat. Donc, ils viennent prendre leur machine, ils font 1 heure de programmation. Le lendemain, ils ramènent la machine à l'école. Ils font de la programmation. Excusez-moi. Et dès qu'ils terminent, ils reviennent à l'internat, ils déposent l'ordinateur, ils me remettent l'ordinateur. Si vendredi, ils ont technologie, le jeudi soir, dans leur programme, ils ont 1h30 de technologie à faire dans le programme pour étudier. Ils prennent leur ordinateur, ils font 1h30 de technologie. Le lendemain, ils ramènent la machine à l'école, ils font technologie. Dès qu'ils terminent, ils reviennent, ils déposent la machine. Si le prof de chimie, SVT, français, anglais demande de faire de la recherche, ils me le disent et je vérifie dans le journal de classe, comme vous pouvez le vérifier également, chers parents. Et je leur laisse la machine. Ils font la recherche, ils font la présentation. Et quand ils viennent, ils déposent l'ordinateur. Je ne vois pas ce qui est difficile dans cela.
La preuve, les deux filles qui sont à l'internat sont premières de leur classe. Les garçons qui sont à l'internat, certes, ne sont pas premiers, mais les résultats ne sont pas mauvais. Aussi que ça. Mais il y a eu une bonne évolution au niveau du travail. Donc, aussi longtemps que nous ne serons pas disciplinés, aussi longtemps que nous ne serons pas rigoureux, aussi longtemps que nous ne serons pas rationnels, nous ne produirons pas de la qualité en Afrique. Parce que la qualité, c'est le fruit du travail. Et le travail requiert la discipline. Le travail requiert la rigueur, la méthode. Et si vous n'organisez pas ça au niveau de la famille, les enfants ne réussiront pas. Et ce n'est jamais la faute de l'école. Parce que dans les classes où vous avez votre enfant qui a 12 ou 13 et que vous vous plaignez, c'est dans la même classe que vous avez des enfants qui ont 19 sur 20. C'est dans la même classe. C'est les mêmes profs qui les enseignent en fait. Voilà. Si certains le font, pourquoi pas d'autres? J'ai des élèves qui sont en 6e et qui sont en 5e. Et qui ont un téléphone Android sur lequel les parents se plaignent que l'enfant passe toute la nuit à travailler, à regarder en fait. Mais j'ai des élèves qui sont en première et qui n'ont pas de téléphone. Parce que les parents savent ce qu'ils veulent. Ils savent quand il faut dire non. Donc voilà en fait l'engagement. En fait. Vous savez, ici en Europe, si vous prenez votre enfant le matin pour le déposer à l'école, dès que l'enfant rentre dans la voiture, il sort son classeur. Il est derrière vous en fait. Il y a toujours quelque chose à étudier parce que tu as cours la première heure. Ce que tu as la première heure, tu dois l'étudier. Interrogation ou quoi, tu dois étudier. Mais combien de parents déposent les enfants à l'école et que les enfants viennent en voiture comme ça, à causer la causette avec papa et maman? Les enfants viennent comme s'ils prennent un taxi pour aller au grand marché, alors que vous allez à l'école. En Europe, vous ne voyez jamais un enfant rentrer dans la voiture et qui regarde en l'air le plafond comme ça. C'est impossible. Parce que les enfants sont confrontés à la difficulté ici. Les enfants sont confrontés à toutes les difficultés. Les factures de la maison. Les enfants, souvent, c'est eux qui prennent ça. La facture d'électricité, de l'eau, des assurances, en fait. L'assurance de la voiture, les crédits de la voiture, les crédits de la maison, les factures des ordures, toutes les dépenses ici, les enfants vivent ça de réel. Et ils savent que demain, je serai confronté à la même chose. Donc, je dois me battre à l'école. Je dois étudier. En Afrique, c'est comme tout est fait. Mon papa a tout. Mon papa a la maison, elle a la voiture. Maman, ils ont tout. Donc, est-ce que je dois encore me... L'enfant ne se trouve pas dans le besoin de s'investir. Alors qu'ici, l'enfant se projette dans la vie réelle. Et de l'autre côté, sur le plan pédagogique, il voit que c'est maman qui prépare un programme de mutation dans son entreprise. On élabore un programme en informatique pour passer de ce logiciel à tel logiciel. Et donc l'enfant acquiert des connaissances en ça. Et il voit que c'est papa qui décide le plan architectural peut-être de la ville ou les montages pneumatiques de telle ou telle société en fait. Donc l'enfant vit ça en réel en fait. Et donc ce qui fait que l'enfant est enthousiasmé et sent ce qu'il doit faire dans la vie réelle en fait. En Afrique, on n'a pas ça. La science, la réalité est distante. Mais au lieu de mettre la pression sur les enfants, de les pousser pour qu'ils travaillent, non. Non. On bichonne les enfants. On protège les enfants. Et pourtant, on veut que ces enfants réussissent. Et s'ils ne réussissent pas, eh bien, c'est la faute à l'école. Les enfants ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas, donc c'est la faute à l'école. Mais la faute à l'école, comment? La faute à l'école, comment? Il est important de suivre les enfants. Le suivi parental est très important. La communication avec les enfants. L'enfant revient de l'école, qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as fait? Montre-moi ton devoir, montre-moi ton cahier. Comment tu as fait? On dit souvent qu'on n'a pas le temps. Les parents disent souvent on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Mais on n'a pas le temps, vous n'allez pas sacrifier les enfants. Nous faisons le maximum déjà à OPEM. Les enseignants font le maximum. Mais sans le suivi parental, les enfants ne réussiront pas. Ils ne réussiront pas. Je suis fatigué qu'on me demande d'intervenir pour des choses qui relèvent de la vie privée de la famille. Je suis fatigué. Comment je peux le faire? Comment je peux le faire? Je ne peux pas le faire. Et ce n'est pas normal qu'on me dise ça. Ce n'est pas normal. Moi, je dois m'occuper des élèves, je dois m'occuper des enseignants, je dois m'occuper des parents d'élèves. Ce n'est pas possible, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Je l'ai dit au début de la communication que la voix va ôter à des moments donnés, mais il faut l'accepter. Il faut l'accepter, le prendre comme ça, prendre seulement des dispositions en fait, pour que les choses puissent avancer. En fait.
Parce que nous devons changer. Nous devons construire un nouveau Togo et une nouvelle Afrique. Nous devons construire de nouvelles jeunesses, en fait. Et c'est pour ça que moi j'ai créé Open. Donc le lien, la communication avec les enfants, c'est très important. C'est très très important. C'est dans cette communication et ce suivi parental que j'ai demandé aux enseignants de faire signer toutes les feuilles d'interrogation, de devoirs et de composition par les parents. Pour que les parents suivent en live la vie de leurs enfants, l'évolution de leurs enfants à l'école. Il ne suffit pas de mettre l'enfant à l'école pour dire que l'enfant va réussir, ce n'est pas possible. Aussi malin que vous êtes, si vous ne travaillez pas, vous n'allez pas réussir. Et vous devez savoir que ce sont les courageux qui s'engagent pour travailler. Travailler, c'est trop dur. Mais voler, c'est pas bon. Travailler, c'est trop dur. Beaucoup d'enfants ne se mettent pas à table pour travailler parce que travailler, c'est dur. Ils préfèrent regarder la télévision ou un dessin animé ou jouer sur l'ordinateur. Travailler, c'est trop dur. Donc, ce sont des enfants courageux qui se mettent à table systématiquement pour travailler. Et donc, s'il n'y a pas la pression parentale derrière, les enfants ne vont pas travailler. Les enfants travaillent personnel, travaillent individuel. Si les enfants ne travaillent pas, on ne peut pas réussir. N'oubliez pas que le premier au bac dès l'année passée, c'est un orphelin de père, de mère, premier du Togo en fait. Et qui a étudié dans un endroit, je crois, une ferme, pas à Opem, pas à Lomé non plus. Mais c'est un enfant qui est démuni, qui sait que la seule chose qui lui reste maintenant, c'est les études. Et il a réussi brillamment. Nous avons mis en place à Opem toutes les structures pour que les enfants réussissent beaucoup plus facilement, en ayant d'autres compétences. Ce n'est pas le bac qui m'intéresse, moi, ni le BPC qui m'intéresse, mais c'est les compétences, ce que l'enfant sait faire. Et c'est de ça que le pays a besoin. C'est de ça que l'Afrique a besoin. Le diplôme avec la certification. Pour avoir une ouverture de porte. L'enfant qui a passé ne fût-ce qu'une année à Opem, ça a changé sa vie, définitivement. Beaucoup de parents me disent que mon enfant est au collège. Et au collège, c'est la croix et la bannière. Je suis tout le temps obligé de crier derrière mon enfant pour qu'il aille au bureau travailler. Mais depuis que j'ai inscrit mon enfant chez vous, je ne sais pas ce que vous lui avez fait. Mais quand l'enfant rentre à la maison, je dois le supplier pour qu'il aille au lit dormir. L'enfant travaille tout le temps. L'enfant aime tellement ce qu'il fait, il travaille tout le temps. Parce que c'est ça le système éducatif en fait. C'est ça la machine éducative en fait. C'est ça. Il y a certains enfants qui ont goût et qui se donnent et qui travaillent. Mais d'autres n'ont pas. Il faut le suivre, il faut les pousser. Nous avons des élèves qui sont très faibles. Je reçois des élèves en seconde qui ne savent pas quand utiliser l'auxiliaire avoir, quand utiliser l'auxiliaire être. Je dis des élèves qui ont réussi au BPC et qui sont en seconde, qui ne savent pas quand utiliser l'auxiliaire avoir, quand utiliser l'auxiliaire être. C'est lamentable. J'ai des élèves qui ne savent pas comment résoudre un système d'équation. Pas un système, une équation à une inconnue. 3/2 de x égale 5. L'enfant n'arrive pas à trouver la réponse. Ce sont des élèves qui sont très faibles. Et à ces élèves-là, si vous ne faites pas de suivi, si vous ne les aidez pas, si vous ne les motivez pas, si vous ne mettez pas la pression sur eux, ils ne vont jamais réussir. Je ne ferai pas passer en classe supérieure l'élève qui ne mérite pas. C'est impossible, je ne le ferai pas. Il y a eu une seconde session à Opem depuis la classe de 6e. Mais l'élève qui ne mérite pas, je ne le ferai jamais passer en classe supérieure. Ça, ce n'est pas ma culture. Opem, c'est une école allemande. Parce que la vie est dure. La vie est dure. Il faut apprendre les élèves à connaître la réalité de la vie. Il faut faire en sorte que les enfants soient en face de la réalité. Il ne faut pas mentir aux enfants. Il ne faut pas tromper les enfants. Et ça, c'est très important. Dans le même cadre de la communication que les parents doivent entretenir avec les enfants, je vais switcher sur le point d'alimentation. Le point d'alimentation. L'alimentation, ce que nous mangeons, c'est ça qui rentre dans le corps. C'est ça qui nourrit le sang qui nourrit le cerveau. J'ai des enfants, et les parents s'en réjouissent, que les enfants économisent. Les enfants ne mangent pas. Les enfants ne mangent pas. Je ne fais pas la promotion pour que les enfants mangent à l'école. Pour faciliter et faire les choses convenablement, j'ai instauré une cantine à l'école. Cette cantine que moi j'ai mis en place depuis 6 ans, ce n'est que de la perte pour moi. Ce n'est que de la perte. J'ai commencé avec 6 élèves. Comment vous pouvez mettre en place une cantine pour 6 élèves pour gagner de l'argent? L'année qui a suivi, c'est 10 élèves, et puis 21 élèves, et puis 43 élèves en fait.
Et ce n'est même pas tout qui mange à l'école. Mais les enfants ne mangent pas. Les enfants ne mangent pas. Quand vous faites le suivi, mais quand vos enfants ne mangent pas, quand vous ne communiquez pas, quand vous n'échangez pas avec les enfants, et quand ils ne mangent pas à l'école, on n'aboutira pas au résultat. Les enfants ne mangent pas. On a un restaurant, ce qu'on prépare pour les enfants, c'est très équilibré et c'est très bon en fait pour les enfants. C'est des choses que moi-même je mange parfois quand je suis à l'école. Au moins un repas, le repas du midi en fait. Mais les enfants ne mangent pas. Ils ne mangent pas. Ils disent qu'ils économisent. Et parfois les parents sont fiers de ça. Même s'ils ne doivent pas manger ce qui est préparé à l'école, qu'ils ramènent de la nourriture de la maison. Les enfants viennent à l'école à 7 heures et ils quittent à 15h10 sans rien manger. Ce n'est pas possible et ce n'est pas tenable. Nous avons une séance de 8 heures par jour. Dans l'école classique, c'est 7 heures. Ici, en Europe, c'est 8 heures du cours par jour. Nos enfants font 8 heures. Donc, on a besoin de l'énergie. Les enfants ont besoin de la vitamine. Le cerveau a besoin d'être alimenté. Le corps a besoin d'être soutenu pour pouvoir répondre à la sollicitation, d'apprendre et écouter le prof pendant tout ce temps, faire les exercices, avoir de l'énergie pour continuer. Mais quand vous ne mangez pas, vous allez crever. À un moment donné, le corps se sentira fatigué. Et ça, on a eu ça depuis toutes les années, on a ça. Hein? L'année passée, il y a des jours, on a eu 9 à 10 malades. Et c'est dû au manque d'alimentation. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas les moyens. Quand vous inscrivez vos enfants à OPEM, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas les moyens pour lui payer à manger. Mais les enfants disent qu'ils cotisent. Ils cotisent quoi? Ils cotisent 100 francs, 200 francs. Moi, je n'ai pas créé OPEM pour ça. J'ai créé OPEM pour des grands ingénieurs. J'ai créé OPEM pour des gens qui doivent pouvoir s'associer pour monter un avion. J'ai créé OPEM pour des gens qui doivent pouvoir s'associer pour fabriquer des navettes, des satellites que l'Afrique doit pouvoir envoyer à l'espace. J'ai créé OPEM pour des médecins qui doivent pouvoir produire des vaccins et des médicaments. J'ai créé OPEM pour des architectes qui doivent pouvoir redessiner le plan de la ville de Lomé et de construire des grands bâtiments. En fait. Si vous venez à OPEM pour que les enfants cotisent 200 francs, 300 francs, je vous en prie, inscrivez-les ailleurs. Si vous venez, vous inscrivez vos enfants à OPEM pour qu'ils économisent, pour pouvoir gagner 1000 francs, 2000 francs à la fin du mois, je vous en prie, inscrivez-les ailleurs. Les enfants doivent avoir de l'ambition. Les enfants doivent s'alimenter. OPEM est beaucoup plus grand que ça. OPEM est beaucoup plus grand que ça. Les enfants ne s'alimentent pas. Vous leur donnez de l'argent, mais ils ne mangent pas. Mais le pire, c'est que comme les enseignants savent que les enfants sont en difficulté, parfois à 15h10, ces enseignants décident encore de faire 1 heure avec les enfants, tel en physique, tel en mathématiques, tel en anglais, tel en français. Ils décident de retenir les enfants un peu pendant 50 minutes. En fait. Et là, les enfants ne sont plus en eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas mangé et ils ont faim. Donc, ils ne suivent plus. Mais le prof, lui, fait son effort. Le prof fait son effort, mais les enfants ne sont plus dans la classe. Ventre affamé n'a point d'oreille. Les enfants ne sont plus dans la classe, en fait. Ils ne sont plus dans la classe. Et dès qu'ils sortent, ils vont chez Colikoto, à côté, là. Ou Clancoto plutôt, en fait. C'est ça, les assistants me disent, en fait. Dès que les enfants sont, la grande partie vont chez Clancoto, et ils vont acheter Clanco pour 200 francs, 300 francs. Alors que le prof se casse la tête pour dire, ces enfants ne comprennent pas, je veux les retenir encore un tout petit peu pour expliquer. Mais les enfants ne sont plus dans la tête parce qu'ils économisent, en fait. Mesdames et messieurs, communiquez avec vos enfants. Expliquez à vos enfants ce que c'est que OPEM. Expliquez à vos enfants ce que c'est que la vie. Expliquez à vos enfants ce qui sera la vie demain. Qui voyage loin ménage sa monture. Les enfants, vous les embarquez sur une grande aventure. Est-ce que vous avez pris les dispositions au niveau communication, au niveau changement de pédagogie? Nous parlons de changement en fait. Mais quand nous parlons de changement, c'est chaque individu qui doit changer. Ce que je suis aujourd'hui, je ne le serai plus demain. Et qu'est-ce que je fais pour ne pas l'être? Qu'est-ce que je fais pour que le pays soit meilleur? Qu'est-ce que je fais pour que mon enfant ne soit pas ce que moi je suis demain? Moi je dis aux premiers qui sont arrivés là, Ryan, Fidèle et Bénézet, je dis quand vous aurez 30 ans, vous serez plus intelligent que moi.
Vous connaîtrez beaucoup plus que ce que moi je connais à mon âge, en fait. Et c'est ça ce qu'on appelle le changement. Mais quand je mets toute cette machine en marche et que les enseignants s'évertuent, mais que vous pensez que seulement j'ai mis l'enfant à OPEM, donc l'enfant doit réussir, je suis désolé, l'enfant ne réussira pas. L'enfant ne réussira pas. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui disent ça. Moi j'ai tout fait, mais l'enfant ne réussit pas, c'est la faute de l'école. Non, c'est pas la faute de l'école. Nelly, c'est pas la faute de l'école. Je suis désolé, c'est pas la faute de l'école. Vous avez du travail à faire. Vous devez du travail à faire. Donc prenez sérieusement cet entretien, mettez ça en application. Le dernier point que je veux aborder, c'est le point du renforcement. En fait, l'Africain, le Togolais en particulier, le Nigérien me l'a dit quand j'ai créé OPEM en fait. Vous aimez la qualité et vous ne voulez pas payer. L'Africain aime le luxe. L'Africain aime ce qui est bien, mais il ne veut pas sortir l'argent. Ça va faire du mal à certains, mais c'est fondamentalement de la réussite. Moi, je demande un service ici, à Bruxelles. On me téléphone après pour dire, docteur, le travail est prêt. La première question que je pose, c'est combien je dois payer. Mais vous voulez la qualité. Mais vous ne voulez pas payer. Les enfants sont en difficulté. Nous avons mis en place un programme de renforcement. Il y a des parents qui encouragent leurs enfants à aller à l'école tous les samedis, mais qui n'ont jamais payé un seul centime. Et ça me fait honte à moi. Ça me fait honte. Comment je peux demander à mon enfant d'aller sur un cours samedi et c'est quelqu'un qui vient lui donner le cours et qu'après le cours, l'enfant quitte et rentre à la maison. Mais celui qui a donné le cours, mais comment en fait? L'école est payée, paye les enseignants de lundi à vendredi. Mais parce que les enfants sont faibles, très faibles. Et nous avons mis en place un système de renforcement dans lequel les enfants évoluent beaucoup plus rapidement. Mais pour encourager ces enfants, on vous demande 10 000 francs par mois. Vous prenez un prof d'SVT ou de physique ou de mathématiques au lycée, vous ne paierez pas moins de 40, 30 000 francs. Ici, comme ils sont groupés, donc 10 000 francs par élève par mois. Certains le paient, mais d'autres n'ont jamais payé. Il y a des parents qui n'ont jamais payé. Et ces parents-là, leurs enfants n'ont jamais manqué non plus. Eh bien, dis donc, Africains. Mais c'est impossible. On veut la qualité, mais on ne veut pas débourser. Malheureusement, à OPEM, c'est pas ça. C'est pas ça. En fait, ce que moi j'ai fait à OPEM, jusque-là, c'est du gratuit, en fait. Je sais ce que je fais. Je sais comment je mène le bateau, en fait. Ce que moi j'ai fait à OPEM depuis 2017, que j'ai ouvert jusque-là, c'est une école gratuite. Mais il y a même un ministre qui me l'a dit. Il m'a dit, monsieur Afan, ce que je vois là, les vidéos que je vois là, vous me dites que la scolarité c'est 300 000 francs, votre école est gratuite. Ce que j'ai fait jusque-là, c'est gratuit. L'année prochaine, les choses vont changer. Les choses vont changer au niveau d'abord de l'inscription. Je vais filtrer suffisamment les inscriptions. Et il y a beaucoup de choses qui seront définies en fait, au niveau de la rigueur, au niveau de la discipline, au niveau de la conduite. Mais je demande aux enseignants, aux parents de payer pour le renforcement. Le renforcement, c'est pour aider les enfants à comprendre, à aller beaucoup plus. Les questions qu'ils n'ont pas su poser parce que le groupe, c'est pas un grand groupe, ils ont peut-être 15, 16 en classe. Là, ils seront en 3 en train de travailler. Il va pouvoir poser la question, il va travailler avec ses camarades. En fait. Donc, le renforcement, c'est quelque chose qui est important. L'objectif, c'est d'avoir 100% de réussite dans chaque matière, dans chaque examen. Et plus la certification. Et pour ça, le renforcement est important. L'année prochaine, le renforcement sera intégré systématiquement dans les frais scolaires pour les classes d'examen. Systématiquement, le renforcement sera intégré. On ne demandera plus aux parents de payer en fait le renforcement. Mais systématiquement, ce sera dans les frais scolaires pour les classes d'examen. 6e, 5e, on n'en a pas besoin. Mais 4e viendront une fois par mois. Seconde et classe d'examen, le renforcement sera intégré. Mais cette année, payez les renforcements pour que les enseignants puissent avoir le courage de donner le meilleur aux enfants, pour que nos enfants puissent arriver. Mesdames et messieurs, j'ai été un peu long. J'espère que ce message est tombé dans des oreilles assidues et attentives. Et l'objectif, c'est le bonheur de nos enfants. Quelqu'un choqué, il faut le prendre comme ça. Tout ce que je vous ai dit, c'est de la pure réalité. Malheureusement, il faut être confronté à la réalité. Et nous devons changer, nous devons faire des pas.
Nous devons nous mettre en question pour que demain ne soit pas comme aujourd'hui. Pour que nos élèves soient les innovateurs, les grands innovateurs du Togo. C'est ce que nous avons besoin. Le pays est en chantier. Le pays est en chantier et nous avons besoin des mécaniciens, nous avons besoin des ingénieurs, nous avons besoin des informaticiens, nous avons besoin des électriciens. Mais de vrais, pas ceux qui brandissent un papier comme quoi ils sont ingénieurs. Pas ça, non. Moi, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. Des gens qui peuvent innover, des gens qui peuvent identifier des problèmes du pays et proposer des solutions. Des gens qui peuvent créer des emplois et absorber en fait la main-d'œuvre. En fait. C'est ça que le Togo a besoin. Et pour ça, vous avez besoin d'accompagner, de soutenir vos enfants, de les encourager à travers la communication, à travers le suivi, à travers le soutien pour le projet, pour que le Togo, terre de nos aïeux, ne soit l'un des pays pilotes en fait en matière de l'éducation, en matière de développement en Afrique. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Depuis Bruxelles, je vous souhaite de passer une agréable journée ou soirée. Ça dépend à quel moment vous écoutez ce message. Dr Afan, DG Open.